Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de nos 4 débatteurs ce matin, que je salue, Geneviève Götzinger. Bonjour Geneviève. Bonjour Christine. Présidente de l'agence Image, Alex Darmon. Bonjour Alex. Bonjour. Qui a regardé le rugby et écouté Sud Radio pour le Bien UBB sûr. Stade Toulousain et vous avez parié sur l'UBB. Ouais, mais bon, c'était un très beau match. Hein. Grand match. Ah, franchement, un beau championnat de France cette année encore. Donc on espère que le Stade Toulouse français va finira gagner. par gagner à la fin. Oui, absolument. Alex Darmon, journaliste politique de la chaîne YouTube Les Indécis et auteur de ce documentaire, le ministre qui ne devait pas l'être, toujours visible sur la plateforme de France TV. Éric Revel qui est resté avec nous, puisque depuis ce matin, Cher Éric, Christine, il est mesdames, avec messieurs. nous sur Sud Radio, l'éditorialiste. Tout compte fait 7h20 avec ce matin un petit coup de griffe à notre ami ministre de l'économie et des finances. Enfin, François Bayrou surtout. Oui, sur François Bayrou et ses livres. Qui dit que la dette, finalement, c'est pas un problème, qu'il faut faire de la croissance, tout ça est vrai, mais avec Bruno Le Maire, je les appelle les lanceurs d'alerte de l'après-coup. Vous voyez, on a des idées, mais une fois que le J'ai truc trouvé est ça arrivé. pertinent, Voilà. tout à fait. Mathieu Bachialone, pardon, excusez-moi, j'écorche votre nom, communicant et président de M2B Conseil, vous allez bien? Bonjour Christine, très bien, on parlait de rugby, on peut parler du Stade français aussi qui fait C'est ça. une très belle saison et qui pourrait peut-être gagner le Chacun sa Brennus. paroisse, Voilà. en fait. Ah ouais, non, il faut qu'il gagne le Brennus cette année. Voilà, l'indétrônable Enfin, Stade Stéphane français. Dupont a fait une rentrée incroyable hier soir. Antoine Ouais. Dupont. Antoine Dupont, Antoine. incroyable, Stéphane, quoi qu'il arrive, c'est quoi qu'il arrive, incroyable, peu importe le incroyable. prénom, il est incroyable ce joueur. Je suis Mais c'est d'accord. dingue, il s'entraîne au rugby à 7 et là il fait un truc contre naturel Bordeaux. pour lui. C'est que ce plateau. C'est lundi. Un peu Mais parce que Sud Radio, c'est la radio du Geneviève, rugby. nous allons Voilà. parler du vrai sujet dans un instant. Je vous l'accorde. Non mais Alors, c'est un vrai sujet, voilà. sûrement. Alors, on va revenir sur les nouvelles opérations Place Net XXL encore contre le trafic de drogue. Il y a plusieurs villes qui sont ciblées en ce moment par des opérations de grande ampleur pour démanteler ces trafics et ces trafiquants. Le sondage des Européennes avec le Rassemblement National qui semble toujours indétrônable, seul devant tous les autres. Et puis, bien sûr, retour sur le terrible attentat à Moscou et la France qui passe logiquement, j'ai envie de dire, en urgence attentat dans un instant. On va revenir sur ce que ça veut dire tout cela aujourd'hui, cet engrenage avec l'attentat de Moscou vendredi soir. On va commencer avec votre coup de cœur ou votre coup de gueule de l'actualité. Et Geneviève, alors je me tourne vers vous, c'est plutôt un coup de projecteur. C'est vrai que dans l'actualité, Oui. il ne faut pas oublier cet événement, ce sont ces élections présidentielles au Sénégal. Un événement majeur. Ouais. Si l'on en croit les premières tendances, puisque Bassirou Diomaye Faye serait élu, éventuellement même peut-être dès le premier tour, nouveau président de la République du Sénégal. Alors on le connaît peu, hein. Pas du tout même. On le connaît même très peu. Il était emprisonné il y a encore une quinzaine de jours. Il était le plan B du PASTEF, puisque le premier candidat du PASTEF, c'était Ousmane Sonko, hein, qui lui n'était pas éligible et qui a eu l'intelligence de laisser son adjoint aller à cette élection. Il incarne la rupture, il incarne aussi une forme d'incertitude, puisqu'il n'a jamais gouverné, il n'a même jamais été élu. Il incarne une volonté de changer les pratiques politiques. Et notamment d'introduire davantage d'intégrité, de lutte contre la corruption dans la pratique de la classe politique sénégalaise et africaine d'une manière générale. C'est un ancien inspecteur des impôts, il a cette image personnelle d'intégrité. Alors, son élection serait, si elle est confirmée, effectivement une rupture, un véritable cataclysme. Ça marquerait aussi l'échec de la sortie de Macky Sall, qui a été le président du Sénégal émergent, du plan Sénégal émergent, et qui a totalement raté sa sortie en essayant de tripatouiller la Constitution, de reporter le scrutin. On ne sait pas pourquoi, on ne saura jamais vraiment quelle mouche l'a piqué, mais qui en tout cas méthodiquement, depuis maintenant 2-3 ans, a construit une image de martyr pour Ousmane Sonko, dont il ne voulait pas, il voulait absolument pas du PASTEF. Il a construit cette image, mais très méthodiquement et très bizarrement. Il a contribué à en faire un parti de martyr. Reste maintenant une autre question. Si cette élection se confirme encore une fois, la relation entre les deux hommes, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, c'était Sonko au départ le véritable leader. Hein. Il a eu encore une fois la sagesse de laisser l'autre y aller. Mais est-ce que sous l'exercice du pouvoir, les choses ont bien se passer? On ne sait pas. J'aurais plutôt tendance à dire oui, mais après tout, on ne sait pas.
Et puis la relation avec la France aussi, qui est un véritable sujet. La France, je dirais, a un peu raté le coche dans l'histoire. Elle aurait dû se montrer plus ferme devant les tentatives de tripatouillage de Macky Sall. Il lui reste aujourd'hui à construire une relation apaisée avec une génération qui incarne une forme de rupture, qui veut une pratique différente dans nos relations bilatérales. Ça peut être le Sénégal un laboratoire d'une relation apaisée. En tout cas, c'est à construire. Voilà. Commentaire de cette élection qui, effectivement, en termes de on est relations... spécialiste de l'Afrique. Oui, moi, c'est ça. j'ai pas mal travaillé sur les pays africains. Les tentatives de dire je vais laver plus blanc, je vais être moins corrompu. Bon, on peut le souhaiter pour les peuples qui sont gouvernés et qui souffrent depuis des décennies, mais bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même dans l'élection qui reste à prouver, c'est que ce monsieur, en fait, s'est drapé dans l'idée qu'il n'avait aucune expérience. Et que, alors il est inspecteur des finances, des impôts, des finances, mais en fait, ça me fait penser au discours populiste classique. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, vous entendez en France des partis politiques qui disent c'était des experts des finances publiques, ces gens-là, là, Macron et les autres. On m'a accusé de n'avoir aucune expérience en fait, leurs résultats sont tellement mauvais qu'il vaut peut-être mieux avoir mon expérience. Et en fait, je me demande si l'Afrique n'est pas en train de céder aussi, faute de résultats concrets avec des alternances. Abou Diouf avait très bien réussi sa sortie, par exemple au Sénégal, s'ils sont pas en train de construire une forme de populisme à l'africaine. Alors, je ne sais pas ce que sera la relation avec Paris, mais voilà, quand on met en avant comme diplôme, comme médaille, je n'ai pas d'expérience, mais ceux qui en avaient sont corrompus et nuls, en fait, on met en avant une autre façon de faire de la politique. Je ne sais pas si c'est la bonne voie, mais en tout cas, ça me fait penser un peu au populisme qu'on trouve un peu partout. Ouais, un peu le candidat, ce qu'on appelle l'anti-système, c'est ça. Ouais. Une élection quand même dès le premier tour, c'est pas rien en termes de scrutin, si ça se confirme. Quoi qu'il arrive, dans toute élection, quand vous êtes élu au premier tour, et une présidentielle encore plus, c'est toujours très très fort. Après, moi, je connais pas objectivement cette région du monde, mais c'est vrai que je m'inscris dans ce qui vient d'être dit par Eric sur le fait qu'il faut faire attention à dire qu'on va essayer d'être meilleur que l'autre. C'est rarement facile à réaliser. En même temps, c'est une page de l'histoire du Sénégal qui s'ouvre, une nouvelle page. Oui, alors c'est aussi la marque de la force de la démocratie sénégalaise. Parce que quand même, quand le président Macky Sall a essayé de prolonger son mandat quelque part, hein, en reportant la date de la convocation du corps électoral, ils sont très attachés à leur modèle. Et une fois encore, le Conseil constitutionnel a servi de garde-fou. La société civile sénégalaise s'est mobilisée. C'est une grande démocratie, le Sénégal. La participation, hier, on la connaît, la participation. Geneviève non, parce qu'en fait, elle est forte, mais il y a des résultats. En fait, les résultats arrivent bureau de vote par bureau de vote. Pour l'instant, il ne s'est pas aggloméré. Donc, ce sera intéressant de regarder. Donc à suivre. On a vu aussi l'engouement qu'il y a eu en France de la part des ressortissants franco-sénégalais. Absolument. Il y avait des images où on voyait sur les réseaux sociaux les grandes files d'attente pour voter un peu partout. On a vu des images à Agnières-sur-Seine, de la diaspora sénégalaise. Donc on voit qu'il y avait quand même un engouement qui dépassait les frontières. Et Eric a raison. Je rebondis sur ce qu'il a dit. Ce dégagisme ambiant qui est en fait une lame de fond qui touche en réalité désormais toutes les sociétés et tous les continents, où l'absence d'expérience est la meilleure des cartes de visite. Et où les diplômes ou l'expérience est en réalité désormais une tâche plus qu'un atout. C'est pas des sous-diplômés non plus. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il faut pas exagérer. Non, mais c'est ils sont diplômés. D'expérience. C'est ce que met en avant aussi dans la gestion de l'État. Mais c'était des opposants, c'est un parti d'opposition. Et dans un instant, on va parler d'un peut-être autre revenant avec Eric Revel. C'est Donald Trump dans son coup de projecteur, coup de gueule à suivre après l'info de 11h et les courses avec Jean-Paul Delperrier. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bon, Tim, les licornes, ça existe? Non. Et le taïgo à partir de 159 € par mois, est-ce que ça existe, hein? Mais je te jure, papa. On a souvent tendance à se tromper sur le prix d'une Volkswagen. En ce moment, profitez du taïgo à partir de 159 € par mois et de 2 mois de loyer offert. LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 500 €, puis 34 loyers de 159 € si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 mars dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Sud Radio Bayonne. 103.9. Sud Radio. Imaginez 3 jours avec de belles voitures, des courses haletantes, des pilotes de renom, du spectacle.
Du 30 mars au 1er avril, ce sont les Coupes de Pâques sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro. Venez vibrer pendant l'un des plus gros événements de sport mécanique de l'année, avec notamment les championnats de France GT, F4 et Tourisme, mais aussi l'Alpine Cup, la Clio Cup, la Midjet et le Porsche Sprint Challenge. Rendez-vous du 30 mars au 1er avril sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro dans le Gers. Info sur circuit-nogaro.com. À toutes celles qui portent des talons sans jamais fatiguer. À celles qui sont toujours la plus belle partout. Comme ça, c'est plus simple. À celles qui ont une maison, un bateau et 37 tenues sans travailler. Ça, c'est drôlement bien. Pour goûter à la vie de rêve de Barbie, dès mardi, Intermarché propose la Barbie Sirène ou Fashionista à seulement 4,95€ la poupée. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Âge minimum 3 ans, 78 239 pièces disponibles. Modalité sur intermarché.com. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. C'est l'ostéopathie qui vous a permis de débloquer votre dos. Grâce à la naturopathie, vous êtes venu à bout de vos allergies. Coucou, monsieur Moustache. Et avec l'hypnose, vous avez réduit votre stress. Et parce que tout ça, ce n'est pas de la médecine traditionnelle, vos soins ne seraient pas remboursés? La Matmut lance Sentez-vous bien, la mutuelle santé personnalisable qui rembourse aussi les médecines douces. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Conditions et coordonnées de l'offre en agence ou sur matmut.fr. Ah ouais, t'as toujours pas commencé? Il y a le temps, maman. Il y a le temps? C'est ton avenir, Emma. Mais... Ok, donc l'été c'est dans 3 mois, et toi t'as toujours pas commencé à réviser la carte des calanques de Marseille? Non mais les vacances ça va pas se faire tout seul, hein. Avec 87% de parents satisfaits par les stages Academia, il va falloir trouver d'autres sujets d'engueulade que les notes. En centre ou en ligne, nos stages de révision préparent les élèves à réussir le brevet et le bac. Plus d'infos sur academia.fr. Academia, le plaisir de réussir. On peut penser qu'avec l'inflation qui dure, faire l'entretien de sa voiture, ça tombe toujours mal. Ou on peut choisir le pack privilège Dacia. Chez Dacia, vous pouvez mensualiser le coût de l'entretien de votre véhicule à partir de 19€ par mois avec le pack privilège. Rendez-vous dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service ou sur dacia.fr. Offre réservée aux particuliers sur les véhicules Dacia jusqu'au 31 décembre 2024. Conditions générales et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, il est 11h. Parlons vrai. Et un point sur l'info avec Florian Lafont. Bonjour. Bonjour à tous. Une semaine après Marseille, l'État lance de nouvelles opérations coup de poing contre le trafic de drogue. Des opérations Place Net XXL sont actuellement en cours dans plusieurs villes de France, notamment dans la métropole lilloise où Gérald Darmanin est sur place ce matin. Le ministre de l'Intérieur doit se rendre également après à Roubaix pour présenter les contours de ce dispositif. Dans les Bouches-du-Rhône, 900 policiers, gendarmes et douaniers avaient été mobilisés au premier jour de l'opération. 22 kilos de stupéfiants avaient été saisis et 71 personnes ont été placées en garde à vue. Pas de scandale à la Orpea. La ministre déléguée à l'enfance, Sarah El Haïry, a annoncé sur BFM TV un plan de contrôle dans les micro-crèches de France. Objectif, prévenir les possibles maltraitances sur les bébés. Dans le même temps, le gouvernement a indiqué que les 9200 établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées seront également contrôlés à partir de 2025. Emmanuel Macron est en Guyane. Aujourd'hui, le chef de l'État est sur place jusqu'à demain pour évoquer plusieurs sujets avec les élus locaux. La lutte contre l'orpaillage illégal, l'insécurité, la pêche, mais aussi l'autonomie du territoire. 3 jours après l'attaque contre une salle de concert près de Moscou qui a fait 137 morts, les 4 assaillants présumés ont été placés en détention provisoire devant un tribunal de la capitale russe. 3 d'entre eux ont plaidé coupables. Conséquence en France, le gouvernement a décidé de relever l'alerte Vigipirate à urgence attentat, soit le niveau maximum. Décision prise hier soir lors d'un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron. Une réunion avec l'ensemble des services de sécurité impactés par le relèvement du niveau de vigilance a été organisée ce matin. Pendant ce temps-là, en Ukraine, des explosions ont été entendues ce matin à Kiev. Une alerte aérienne a sonné pour annoncer que des missiles russes visaient la capitale ukrainienne. Et puis si vous êtes en classe de seconde, vous pouvez consulter dès aujourd'hui les offres de stage pour le mois de juin. Elles sont disponibles sur le site gouvernemental Un jeune, une solution. Voilà pour l'actualité. Très bonne journée à notre écoute. Merci beaucoup. Prochaines infos tout à l'heure à midi. Et c'est l'heure de retrouver la sélection de Jean-Paul Delperrier pour le tierce écarté Quintet Plus. Mon cher Jean-Paul, vous êtes du côté de Fontainebleau aujourd'hui.
Eh oui, bonjour ma chère Christine, bonjour à tous. L'hippodrome de Fontainebleau donc nous accueille avec une très belle réunion dont le prix Hubert de Cateux, support des paris à la carte sur la courte distance des 1200 mètres en ligne droite avec 16 concurrents. Le 4 Autrano sera mon favori devant le 15 Pradaro, 10 Territory War, 5 Restave, 2 Shrimiri, à Sperlstein, 6 White Platin, 3 Dumber Shop, 4, 15, 10, 5, 2, As, 6 et 3. Pour le Croisé-la-Roche en Réunion 4 courses 6, ma sélection du jour, le 7 Caïd Fortuna. Merci beaucoup Jean-Paul, et je rajoute que votre sélection et les résultats des courses est à retrouver sur sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Alex Darmon, journaliste politique, avec votre chaîne YouTube Les Indécis, avec ce documentaire que j'invite tous ceux qui n'ont pas encore vu. On va faire un questionnaire. Le ministre qui ne devait pas l'être, c'est sur la plateforme France TV. Éric Revel, que vous connaissez, éditorialiste sur Sud Radio tous les matins. Tout compte fait, c'est 7h20 avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio et journaliste. Et puis Mathieu Bachalone, communicant et président de M2B Conseil. Dans un instant, on va revenir sur ces opérations Place Nette, ces grosses opérations très impressionnantes avec l'armée, la police, pour lutter contre les trafics de drogue dans plusieurs villes. Il y a eu Marseille la semaine dernière et on a entendu dans l'info, il y a de nouvelles villes aujourd'hui qui sont concernées. Le RN qui caracole en tête des sondages, le dernier en date, celui pour Sud Radio et IFOP, avec le RN qui est seul un peu devant tout le monde. Et puis les conséquences de l'attentat de Moscou avec la France hier soir, qui a décidé de relever son niveau de vigilance urgence attentat, c'est le niveau maximal, et ce à seulement quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. On en était dans vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Eric, je le disais, vous vouliez revenir sur cette amende colossale que Donald Trump doit payer. Le chrono est lancé ce soir. Il a 500 millions de dollars de caution à payer. Sinon, il se passe quoi? Alors, on est en pleine semaine sainte pour les chrétiens, donc le chemin de croix judiciaire de Donald Trump. Ça n'a pas l'air de l'effrayer, lui. Alors, il n'est pas fini parce qu'il a deux sujets. Il a un sujet sur lequel il devrait, c'est bien entre guillemets, s'en tirer, c'est l'affaire de Stormy Daniels, le nom de cette actrice pornographique qu'il aurait payé pour des relations tarifées de manière illicite via une boîte qui lui appartenait. Mais surtout, il a été condamné à verser pratiquement 500 millions de dollars d'amende pour avoir planqué un peu fiscalement une partie de sa fortune ou bénéficié d'avantages fiscaux indus. Et là, il a un sujet parce qu'en fait, s'il ne vend rien, s'il ne vend pas une partie peut-être de la Trump Tower à New York ou d'autres biens immobiliers, en fait, il n'est pas susceptible de pouvoir la payer. C'est ce qu'il dit en tout cas. Donc, les juges peut-être d'obéissance démocrate se dit on va peut-être le tenir. Les juges new-yorkais ? New-yorkais, oui, parce que ça va se passer à New York, vous avez raison. Je pense pas que ça va obscurcir sa candidature à la Maison-Blanche face au sortant de Joe Biden, mais en tout cas, ça peut jeter une lumière crue d'ailleurs sur son histoire personnelle, en fait, parce que vous savez que, en fait, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui disent que Trump n'est pas aussi riche qu'il l'a souvent prétendu. Alors c'est un milliardaire, mais il est beaucoup plus en difficulté, paraît-il, qu'on ne le croit, notamment sur son pactole immobilier. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir ce soir s'il a le cash. Alors, le cash, visiblement, il l'a pas, mais qu'est-ce qu'il va proposer de vendre pour pouvoir payer cette amende à laquelle il a été condamné. Si je me trompe pas, la juge a dit que s'il ne payait pas, il y avait saisie immédiate. On est d'accord ? Oui, alors, moi je serais j'aurais une bonne agence de com, je dirais évitez de vous faire saisir la Trump Tower à vos plus, mais surtout au niveau du symbole, si vous voulez, se faire saisir la Trump Tower quand vous appelez Trump à New York, c'est... voilà. Donc ça va être intéressant de voir comment il s'en sort. Alors, il y a d'autres possibilités, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, il a une de ces sociétés médias qui fusionne avec une entité cotée en bourse, qui pourrait libérer du cash. Je vous fais ça doit être un montage. Ah mais bien sûr, bien sûr. Magique. Bon, alors évidemment, les juges sont bien conscients du fait que ça peut pas l'empêcher de se présenter aux élections pour les Républicains, parce que alors, sinon c'est un cataclysme. Mais il y a une forme d'humiliation pour Trump quand même, à devoir justifier ce soir la façon dont il va payer quand même
quand même, Geneviève le disait, c'est quoi 500 millions de dollars? C'est 500 millions d'euros, mais quand j'ai dit ça, j'ai pas tout dit, c'est énormément quand on est multimilliardaire, 500 millions d'euros, ça devrait pas... Oui, mais vous n'avez pas forcément 500 millions de cash. Vous avez un équivalent d'actifs qui peut peser plusieurs milliards. Mais après, il faut pouvoir vendre. Si vous vendez à la casse parce que vous êtes pressé, donc en général, les gens vous attendent au coin du bois, tout Trump que vous êtes, pour vous dire ça valait 800 millions, mais je vous en donne que 200, vous voyez. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est qu'on parle de sommes stratosphériques et Trump séduit une partie de la population américaine. C'est encore un coup de com. Malgré tout, c'est indirectement un coup de communication. C'est vrai que c'est humiliant pour lui tout de suite maintenant, mais sur la durée, il y a une campagne qui a lieu en novembre prochain. Il peut aussi en jouer. Il est très fort pour ça, Donald Trump. Et même moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il a perdu la dernière élection présidentielle, mais il a jamais perdu le sens des affaires. C'est-à-dire que là, cette histoire, il est en train de la mettre en scène pour vendre des produits dérivés, se victimiser. Vous savez, cette histoire du mugshot. Qui payent ses dettes, en fait. Exactement, l'histoire du mugshot dont s'était servi pour faire des t-shirts, des tasses de café et tout. Faut quand même se dire que ça a rapporté 7 millions de dollars ces ventes à Donald Trump. Donc oui, effectivement, là dans l'immédiat, c'est ennuyeux, il faut qu'il puisse payer. Moi, effectivement, je suis d'accord, ça l'empêchera pas de se présenter en novembre prochain et peut-être même de gagner, mais ça l'empêche encore moins de faire des produits dérivés. Et ce qui est assez fou aussi, c'est une histoire vraie, c'est quand même que ces produits dérivés, quand vous allez les acheter aux États-Unis dans les différents magasins, c'est quand même made in China. Hein. Les produits dérivés, tous. America First. America First, et lui il fait tous ses produits, fabrique tous ses produits en Chine. Ça ne l'atteint pas. Mais sur les deux choses, pardonnez-moi, je parle un peu parce que le sujet m'intéresse beaucoup, mais il y a quand même deux choses qu'il faut remarquer. C'est que vous disiez, mais comment est-ce qu'un milliardaire peut séduire les classes populaires, notamment des États les plus intérieurs des États-Unis, qui sont des États, oui, populaires, d'ouvriers travailleurs, mais parce que le rêve américain fait toujours rêver par définition. C'est ça aussi le rêve américain. Le rêve américain, c'est de partir de rien et devenir milliardaire. Puis la deuxième chose qui est un indice quand même intéressant, c'est que par rapport à la précédente campagne, Donald Trump, il est candidat officiel des Républicains, donc il va se présenter. Il a beaucoup plus de mal à obtenir des fonds de donateurs, de partenaires que par le passé. C'est-à-dire que il est trop sulfureux pour qu'on y aille. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué parce que les campagnes aux États-Unis, c'est pas 25 millions d'euros, hein, c'est 1 milliard de dollars. Hein, c'est colossal. Donc si vous n'avez pas de partenaire pour vous soutenir, bon. Et là, alors après, moi, j'ai des amis américains qui me disent, mais on voit pas comment Trump peut perdre. Bon, on verra. Hein. On verra. Alors on a deux communicants autour de cette table. Geneviève, cette campagne et Mathieu, comment vous la campagne américaine? Non, mais on parlait il y a un instant de la présidentielle au Sénégal, qui s'est déroulée, on va dire, dans le champ classique, une forte mobilisation. Et cette candidature de Donald Trump qui continue. Il va y avoir une forte mobilisation. Enfin, on sent quand même une forte mobilisation aussi à venir. Enfin, il y a quand même un enjeu colossal qui est un enjeu pour nous, qui est un enjeu pour l'Europe, qui est un enjeu pour l'Ukraine. Donc maintenant, oui, je pense que Trump va en profiter pour se victimiser. Voilà, je suis seul contre tous, je suis obligé de vendre des actifs. Il arrive toujours, très très bien, de manière un peu systématique, à retomber sur ses pieds en termes de communication, Donald Trump. C'est assez incroyable, oui. Ce qui est fascinant, c'est dans la construction du personnage de Trump, c'est que il arrive effectivement, toute proportion gardée, puisqu'on reparlait du populisme et de l'antisystème, à incarner depuis toujours ce côté anti-système, alors que c'est vous l'avez dit, multimilliardaire, qui a certes réussi dans les affaires, mais qui avait quand même une fortune familiale, et qui a réussi à fédérer les rednecks américains et l'électorat républicain des confins du pays qui se sentent représentés par Donald Trump. Et c'est très fort de sa part, en termes de construction de communication, d'avoir réussi à faire effectivement jouer sur le rêve américain, et la réussite, et en même temps incarner l'antisystème, contrairement à la famille Clinton ou à Joe Biden. Alors je voudrais juste rajouter que sans doute sur cette élection présidentielle américaine du mois de novembre, jamais le contexte géopolitique n'aura autant compté. Il y a évidemment ce que disait Geneviève, c'est-à-dire qu'il y a le contexte ukrainien. On sait que le Congrès à majorité républicaine bloque les 60 milliards de dollars qui devaient être versés pour aider l'Ukraine à se faire armer. Mais il y a un autre contexte géopolitique qui pèse énormément
énormément, c'est ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Joe Biden, normalement, historiquement, il compte sur le vote musulman aux États-Unis. Et là, une partie du vote musulman est en train de s'abstenir parce qu'il considère que Joe Biden n'a pas été assez réactif sur ce qui s'est passé. Alors, vous avez vu que les Américains ont demandé officiellement un cessez-le-feu, qui a été rejeté par le Conseil de sécurité de l'ONU, notamment par les Russes et les Chinois. Et du coup, ça place Joe Biden dans une difficulté électorale supplémentaire parce qu'il a compris qu'il va sans doute devoir se passer d'une partie du vote musulman aux États-Unis, d'Américains musulmans. Et ça, c'est un sujet très important pour les démocrates en ce moment, au-delà de l'âge du capitaine. Ce qui explique sa position très ferme, effectivement, en ce moment envers Israël. Alors que traditionnellement... Il a changé. Il nous reste... je me tourne vers la régie. On va faire une petite pause de pub maintenant. On va entendre vos coups de gueule ou vos coups de cœur avec vous, Alex et Mathieu, dans un instant. Et puis, on s'interrogera justement sur les suites des attentats de Moscou, de l'attentat de Moscou. Le bilan s'est encore alourdi ce week-end, mais les conséquences aussi en France. C'est le relèvement donc du niveau de sécurité au niveau urgence attentat. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Quand on ne se fait pas entendre, nous agriculteurs, on parle de nous que pour le salon de l'agriculture, quand on a le président qui va caresser le cul des vaches, comme on dit. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Geneviève Götzinger, Alex Darmon, Éric Revel et Mathieu Barcialone. Dans un instant, on va parler de l'actualité du jour avec le relèvement donc du niveau urgence attentat, mais on continue le tour de table avec un coup de gueule, en tous les cas, un coup de poignard de cette étude, cette enquête publiée hier, Mathieu, autour de la prostitution des mineurs, un chiffre colossal. Tout à fait, ce sont vos confrères de la Tribune Dimanche qui ont fait une grande enquête hier et qui révèle ce chiffre que moi, j'avoue, je ne connaissais pas. Il y aurait entre 15 à 20 000 mineurs, visiblement de moins de 15 ans, essentiellement des filles, qui seraient prostituées en France. Le chiffre est catastrophique. Et à la lecture de l'article, on voit deux choses. On voit premièrement qu'il faut sortir du cliché qui est que la prostitution, c'est comme dans les romans de Simenon, c'est Julot casse-croûte et la fille sur le trottoir. On voit qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça explose de partout. Ce sont souvent les petits amis plus ou moins bienveillants des jeunes filles qui eux-mêmes sont mineurs qui organisent cette prostitution. Et la deuxième chose qui, moi, m'a rendu très inquiet, c'est l'absence de réaction de l'État, ou du moins, à la lecture de l'article, la sensation de résignation, ou du moins d'incapacité à agir. Et on voit, et là pour le coup ça peut être pas vraiment un coup de cœur, mais au moins un soutien à toutes ces associations. On voit que le milieu associatif est extrêmement présent. Et ce sont des bénévoles de ces associations qui essayent de sortir les filles de ces engrenages, qui essayent de renouer le lien autant que faire se peut avec leur famille, d'essayer de leur retrouver, les remettre dans un parcours éducatif. Et on sent que les pouvoirs publics ont du mal avec cette situation. On parle de l'aide sociale à l'enfance, la fameuse ASE, qui avec des bouts de ficelle essaye tant bien que mal de protéger ses enfants. Et en réalité, on voit que souvent, c'est dans cet environnement de l'ASE que ces jeunes, laissés à eux-mêmes, peuvent effectivement connaître les affres de cette prostitution. Et moi, c'était vraiment cet article qui m'a dévasté lorsque je l'ai lu. Et on se dit que la grande démocratie qui est la France, et les grandes déclarations, le 8 mars, c'était il y a 2 semaines, sur la protection des droits des femmes à juste titre. Je pense que cette question de la protection des mineurs et de la lutte contre la prostitution des mineurs devrait être vraiment une grande cause nationale. Oui, avec effectivement beaucoup de sujets sur l'utilisation aussi. C'est une prostitution qui est très mobile, puisqu'on utilise beaucoup Airbnb également, qui oui. Et puis c'est tentaculaire. Hein. Pour avoir produit une émission d'interview avec une dame de l'ASE, justement, vous savez que malheureusement, dans les milieux scolaires, les jeunes filles sont vraiment confrontés à ce type de prostitution. On en parle très peu. Les chefs d'établissement ne savent pas comment réagir. Il faut en parler parce que, en faisant cette émission qui était en public, il y a une jeune fille qui est venue à la fin de l'émission pour en parler à son chef d'établissement parce qu'elle a compris que finalement c'était pas elle qui était en faute. Et donc en fait, le problème c'est que c'est pareil. On n'en parle pas assez. Et comme on n'en parle pas assez, on a l'impression que ces jeunes filles ont honte. Et c'est des chiffres, vous l'avez dit, hein, dans la Tribune du Dimanche, qui sont
dévastateur. Et il faut qu'on puisse mettre un plan en place, je pense, au niveau national, en faire une politique de première nécessité pour pouvoir aider ces jeunes filles et ces jeunes hommes, parce qu'il y a aussi des jeunes hommes qui sont concernés par ces questions de prostitution sur mineurs. Ouais, c'est un vrai sujet. On avait reçu aussi. Il y avait une enquête qui a été faite, très bonne enquête. Vous pouvez retrouver aussi de La Croix qui a fait un gros dossier là-dessus. Eh bien, Alex, le retour, Axel aussi, le retour de la proportionnelle qui revient dans les tuyaux à l'occasion d'une campagne. Oui. C'est un grand classique, je dirais. Presque. C'est une arlésienne de la politique française. Moi, c'est même pas un coup de cœur ou un coup de gueule, mais je trouve ça bien qu'on en parle et que peut-être enfin ce retour, cette dose de proportionnelle. On la promet. On la promet, mais on n'en parle jamais. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 déjà. On avait mis le sujet sous le tapis et on sait pourquoi en 2022. Voilà, parce que s'il y avait une proportionnelle, la majorité aurait été encore plus fragile. Là, du côté d'Emmanuel Macron et du gouvernement, on n'a peut-être plus rien à perdre à respecter enfin une promesse de campagne. Moi, j'avoue, je sais pas. Je sais pas s'il faut le faire ou s'il faut pas le faire. Ce que je trouve bien, c'est que depuis François Mitterrand, j'étais pas né, on nous parle du fait qu'il faut qu'il y ait une dose de proportionnelle. Et là, il semble y avoir le début d'un plan de quelque chose porté par François Bayrou. On en parlait tout à l'heure. En tout cas, demandé par François Bayrou et porté par la présidente de l'Assemblée nationale, Hélène Braun-Pivet. Ça concernerait à peine 26% des députés, 152 environ députés sur 577. Et moi j'attends de voir aussi, parce que ça a l'air de concerner que des zones urbaines, pas rurales justement, que des zones urbaines, et donc qui ne toucheraient pas véritablement les circonscriptions qui seraient les plus tentées de voter pour des partis d'extrême. Donc c'est intéressant à voir, à étudier. Il faut qu'on comprenne vraiment quel est le plan. Et en tout cas, là, si on comprend bien, c'est Yael Braun-Pivet qui dit qu'elle a consulté les chefs de la majorité, que maintenant elle va consulter les chefs de parti, et qu'une loi pourra arriver sur la table d'ici à la fin de l'année 2025. Voilà. En tout cas, le fait d'en parler, rien que d'en parler, je trouve ça intéressant. Non, c'est pas inintéressant. Ça pose toujours la même question de deux catégories de députés élus différemment. Bon, voilà, c'est quand même un problème politique. Donc, on peut pas se positionner. C'est pour ça qu'on parle de dose. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Mais en 86, je regardais, Mitterrand avait institué une proportionnelle à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que 35 députés du Front National étaient rentrés à l'Assemblée nationale. Alors, je pense qu'il y avait évidemment un coup politique de la part de François Mitterrand qui avait bien compris, avant même les suivants, que quand on était face aux candidats du Front National, on était sûr de l'emporter au second tour, même si évidemment c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Donc, cette proportionnelle, elle a existé. Alors, évidemment, ça a un énorme avantage. C'est que ça reflète mieux l'opinion publique que des triangulaires où souvent même un parti comme le Rassemblement national est éliminé. Mais l'autre danger quand même, c'est que vous avez des assemblées nationales qui risquent d'être beaucoup plus fragile. Alors vous allez me dire, avec la majorité relative qu'a Renaissance et Horizon aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a jamais été aussi fragile et aussi peu sûre de ses choix. Mais voilà, je comprends l'idée que la proportionnelle, c'est ce qu'il y a de plus démocratique, mais ça comporte aussi il ne faut pas qu'on bascule dans un système à l'italienne où le président du Conseil est renversé tous les 4 matins. La différence avec 86 cette fois-ci, c'est qu'on en ferait une loi. Aujourd'hui, ça serait une loi et ça serait instauré. 86, c'était une fois et on n'avait pas recommencé. Voilà, on termine ce tour de table. Alors, je me permets de faire un petit coup de gueule contre ce qui s'est passé du côté de l'opposition. L'autoroute A69, c'est dans un territoire que je connais. Une confrère journaliste de France 3 a été projetée à terre par les gendarmes qui l'ont empêché d'accéder donc au terrain où est installée une ZAD. Et donc, je vous parle de ça parce que le préfet s'était pourtant engagé auprès de la presse de laisser faire son travail, les journalistes, on avait le droit et l'accès à toute la zone. Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, cette journaliste a été projetée à terre avec son matériel. Et donc, monsieur le préfet n'a pas tenu parole, ce qui est un peu pénible pour pouvoir rendre compte de ce qui se passe vraiment sur cette zone à défendre, cette ZAD installée tout près donc du chantier de l'A69, avec une décision importante puisque l'abattage des arbres est interdite officiellement depuis ce week-end jusqu'au 1er septembre. Donc ce feuilleton est loin d'être terminé. Voilà. Sujet clos. On commence à évoquer nos sujets d'actualité avec vous quatre. Alors la France qui passe en urgence attentat après les événements de Moscou. Mathieu, c'était un peu
compte tenu des circonstances, de ce qui se passait à Moscou et du climat actuel, en prévision aussi des Jeux Olympiques, de tout ce que l'on vit, c'était quasiment attendu. C'est pas une surprise, en fait. C'est pas une surprise, ça paraît effectivement une décision de bon sens avec effectivement la connaissance partielle qu'on a forcément des dossiers qu'on espère les autorités ont. Il est vrai, en revanche, en termes de surprise, on avait un petit peu oublié la menace terroriste qui pourtant est toujours présente. Il y a une audition qui est assez intéressante, qui a eu lieu au début du mois. La patronne de la DGSI, donc des renseignements intérieurs, a été auditionnée au Sénat, je crois que c'est par la commission des lois, et effectivement, elle évoquait déjà ce risque très important, et elle évoquait notamment, ce qui est intéressant, le risque d'attentats de cellules de l'Est de l'Europe, même cellules qui, manifestement, auraient commis les attentats à Moscou. Et vous parliez des Jeux Olympiques, et effectivement, on s'est un peu dispersé sur le plan de circulation. Est-ce qu'on va réussir à circuler à Paris ? Il y a eu la polémique effectivement sur l'affiche. Je ne nie pas le fait que ce soit des polémiques qui doivent vivre et qui doivent exister. Mais là, on revient dans le dur, si je puis dire. On revient dans le dur, c'est-à-dire la sécurité. On avait connu, vous vous souvenez, en 2016, à peu près la même problématique, puisqu'on avait accueilli l'Euro et nous avions connu le drame du Bataclan quelques mois après. Voilà, on a l'habitude, il faut vivre avec ça. C'est un signal aussi, je pense, qu'on envoie à l'international à 4 mois du début des Jeux Olympiques. La sécurité est renforcée et effectivement, il va falloir vivre avec sur un événement, on le sait, qui multiplie évidemment les risques. Geneviève. Oui, il y a effectivement les Jeux Olympiques et le fait que la France reste une cible. Enfin, il y a eu ces derniers mois quand même des attentats déjoués à Arras, il y a eu la Tour Eiffel. Donc la France reste une cible prioritaire, notamment de ces cellules venues qui sont nées au moment de la dislocation, après de la dislocation de l'ex-URSS. Voilà, donc l'État islamique a beaucoup recruté dans ces zones du monde et notamment a recruté en Afghanistan. Et là, c'est une cellule qui vient de là-bas, mais qui peut très bien nous toucher. Donc oui, c'est un signal donné aussi au reste du monde. La France va assurer, entre guillemets, pendant les Jeux Olympiques. En tout cas, elle va prendre toutes les dispositions pour que ça se déroule le mieux possible, mais ne jamais. C'est vrai que par moment on perd cette conscience qu'on est une cible de l'État islamique. Allez, on va s'arrêter un court instant. On va continuer de parler des sujets du jour avec vous. On va s'intéresser à ces opérations Place Nette qui continuent. Il y en a toute une série. Celle qui avait fait beaucoup parler la semaine dernière était à Marseille. Aujourd'hui, on s'est déplacé du côté de Grenoble, par exemple. On va y revenir dans un instant avec nos 4 débatteurs. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio fête son arrivée à Lyon sur 105.8 FM. Christine Bouillot. En compagnie de Mathieu Bachelon, Éric Revel, Alex Darmon et Geneviève Götzinger, nous ouvrons à présent le chapitre de ces nouvelles opérations, ce qu'on appelle Place Nette, grand format, XXL. Je ne sais pas comment on le dit, contre le trafic de drogue. Il y a eu l'opération spectaculaire la semaine dernière à Marseille, 900 gendarmes, policiers, douaniers qui avaient été mobilisés pour on va dire un nettoyage complet d'un quartier marseillais dans une cité marseillaise. L'opération, c'était 22 kilos de stupéfiants saisis, 71 personnes placées en garde à vue et 385 000 euros en liquide ou avoirs, et 4 armes avaient été saisies. Ce matin, ça se déroule du côté de Dijon, du côté de Grenoble également, si je ne me trompe pas. De Lille aussi, dans le Nord. Donc des grosses opérations très spectaculaires. Il y a quand même des résultats puisqu'on récupère, on saisit des stupéfiants, on saisit de l'argent liquide, donc il faut pouvoir le tracer pour ceux qui en sont propriétaires en tous les cas, et des personnes qui sont ensuite placées en garde à vue. Mais derrière, qu'est-ce se passe-t-il ? Est-ce que voilà, ça peut permettre quand même d'effrayer ou de déstabiliser, ne serait-ce que temporairement Qui veut commencer ? Geneviève. Oui, les violences générées par les trafics de drogue en France, c'est une vraie catastrophe. Hein. Vous savez que l'ex-procureur de Marseille, Dominique Laurence, a inventé un terme qui était narcomicide. Et narcomicide, c'est effectivement chaque année plusieurs centaines de personnes qui en meurent, qui en sont victimes. C'est 240 000 personnes dans notre pays qui vivent du trafic de drogue. Donc c'est quand même des chiffres assez colossaux. 21 000 à temps plein. 21 000 à temps plein. On parlait tout à l'heure de la prostitution des mineurs. Je pense que quelquefois c'est lié aussi. Hein.
C'est des jeunes filles, des très jeunes filles qui se prostituent pour payer aussi leur drogue. Un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros, la drogue quand même. Donc effectivement, aucun territoire épargné, on l'a vu, et ces opérations coup de poing XXL partout, qui me semble une excellente chose. Mais à côté de ça, il faut aussi un effort d'éducation notamment des jeunes. Je crois 600 000 personnes qui consomment de la cocaïne dans ce pays, 15 millions du cannabis. 15 millions. Là, il n'y a pas que des jeunes à 15 millions. Non, pas que des jeunes. Mais bon, des jeunes aussi, et puis des substances dérivées. Donc voilà, il y a... Faut-il légaliser le cannabis pour tuer Personnellement, je suis contre, mais bon, ça se discute. Personnellement, je suis contre parce que je pense qu'il y a une notion d'interdit, de goût du risque. Vous légalisez le cannabis, vous avez envie de passer à autre chose. Enfin, il me semble, mais bon, j'ai pas... Le sujet est vaste. Alex. Non, mais écoutez, c'est bien. Au moins, il se passe quelque chose. Je sais pas si vous avez vu. Non, mais c'est vrai. Quand on dit il se passe quelque chose, c'est non, mais presque il se passe vraiment quelque chose. Oui. Il se passe vraiment quelque chose. 71 interpellations la semaine dernière à Marseille. On nous annonce qu'il va y avoir une dizaine d'opérations comme celle-ci dans les villes de France dans les semaines qui viennent. Il y en a déjà eu beaucoup dans les villes moyennes. Oui, et là, c'est dans les grandes villes. Et là, c'est les grandes villes. Les grandes villes, dans les jours qui viennent, une dizaine d'opérations du même style. Donc, tant mieux, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner, en fait? C'est bien de faire des coups d'éclat, mais est-ce qu'il y a un vrai plan derrière? Est-ce que on écoute les gens qui habitent dans ces villes-là et qu'on a vu et qu'on a découvert la semaine dernière avec le président de la République à Marseille? Moi, j'avoue que je suis pour ce qui se passe actuellement et je pense que c'est bien de pouvoir montrer qu'il y a aussi une autorité, que l'État agit. Quartier de reconquête républicaine, souvent. Moi, je sais pas s'il faut employer ces termes, j'en sais absolument rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut aller aider ces gens qui sont... excuse-moi, je fais un parallèle. Moi, j'ai vu aussi cette semaine des images des lycées en Ile-de-France, des lycées en Ile-de-France dans les zones dites de REP 93. Les images sont catastrophiques. Je veux dire, c'est vraiment, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut. Il y a des quartiers qui sont laissés dans notre pays à l'abandon en France en 2024. Donc au moins là on leur montre qu'ils existent, qu'on les voit et on va chercher les trafiquants de drogue. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur le moyen long terme? J'en sais rien parce qu'il n'y a pas d'annonces qui sont faites concrètes sur ce qui est le plan qu'ils appellent Place Net XXL. C'est leur nom de code entre guillemets. Il n'y a pas de plus loin que ce qu'on fait directement au jour le jour. En tous les cas, ça doit quand même un peu perturber les réseaux, un tant soit peu quand même si ça ne l'éradique pas, parce que le sujet est beaucoup plus profond, ça déstabilise un système. Alors je vais me permettre une petite comparaison, c'est bien de montrer les muscles, vous voyez, un peu comme quand le président de la République montre les siens en boxant sur un sac de boxe, mais derrière... il faut être sûr que c'est pas de la gonflette. C'est-à-dire que en réalité, ces opérations XXL, oui, c'est vrai que c'est au-delà de la communication, ça redonne un peu d'espoir aux forces de l'ordre, notamment, qui combattent au quotidien les trafics de drogue. Mais si vous voulez, ce qui a été saisi là, les quelques dizaines de grammes de trucs, de cannabis. Figurez-vous que je regardais, il y a 4 jours, il y a un bateau de pêche brésilien qui a été arraisonné par la marine française qui transportait 10 tonnes de cocaïne. 10 tonnes de cocaïne qui est arrivée en France. 10 tonnes de cocaïne, c'est près de 700 millions d'euros à la revente. C'est tout cela le plus souvent en provenance de la Colombie qui a doublé sa production de cocaïne, avec, comme officiellement par les narcotrafiquants sud-américains, ciblé la France, parce que c'est un formidable port d'entrée pour le business. C'est un endroit qui est pour eux qui n'était pas encore saturé. Donc là, on est submergé par la drogue. Donc ces opérations XXL, oui, d'accord, très bien. Mais vous avez vu que derrière, le trafic reprend, que grâce aux réseaux sociaux et à l'Internet, vous pouvez continuer à faire votre business tranquillement, qu'il y ait des forces de l'ordre ou pas. Et puis surtout, moi, ce qui m'avait alarmé, c'est la commission d'enquête sénatoriale du 5 mars dernier avec ces dizaines de magistrats marseillais qui venaient témoigner et qui disaient plusieurs choses. Ils disaient, mais en fait, les prisons où on incarcère des trafiquants de drogue sont tellement poreuses qu'en fait, ils continuent leur business, voire ils ordonnent des assassinats depuis leurs cellules. Et puis autre chose aussi, c'est la corruption à basse intensité qui commence à toucher des corps régaliens de l'État, des policiers, voire des magistrats, voire des avocats. C'est ce que disaient ces magistrats qui ont témoigné devant la commission sénatoriale du 5 mars. Donc si vous voulez, narco-homicide, oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de devenir un peu un narco-État, finalement, dans lequel même la classe politique serait pas à l'abri? Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas,
là où vous avez des ministres qui sont mis sous protection policière parce qu'ils s'opposent officiellement au trafic de drogue. Donc, voilà, est-ce qu'on... je voudrais pas être plus alarmiste. Des risques d'élimination physique. Oui, donc si vous voulez, on est un peu... Voilà, donc ces opérations, très bien, mais... Est-ce qu'elles n'ont quand même pas le mérite d'exister? Oui, je suis d'accord. À un moment donné, il y avait des groupements d'intervention régionaux pour le grand banditisme avec les gendarmes. Il faut qu'elles existent. D'ailleurs, j'encourage franchement vos auditeurs à aller voir le reportage de France Télévisions la semaine dernière sur ce qui se passe à Marseille, avec une interview à la fin de Samia Ghali. C'est vraiment très très grave. Oui. Alors il faut faire attention. Ce matin, dans le reportage de Lionel Maillet sur les soignants qui rentrent, ils expliquent les soignants qui vont soigner les gens dans les quartiers, qui sont fouillés au checkpoint complet. C'est incroyable, vraiment. Par les il faut ces opérations de place nette, c'est certain, mais il faut un plan à plus long terme. On peut pas faire juste des coups d'éclat. Mathieu et ensuite Geneviève. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut que ça existe, mais je suis beaucoup plus sceptique sur la portée réelle de ces opérations, qui sont des belles opérations de communication. Mais lorsqu'on écoute les habitants de ces quartiers, effectivement, ce qu'ils réclament, c'est du policier au quotidien, c'est de la police de proximité. Et effectivement, on connaît ces grosses opérations, on fait venir des caméras, on saisit des barrettes de shit et un peu de coke, et en présence du préfet, je suis d'accord, il faut faire ces opérations, mais quid du quartier et de la réalité une semaine après, lorsque le grand barnum médiatique est parti. Ouais. Et deuxième chose, et là je vais enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais sans consommateur, il n'y a pas de trafic. Et il y a quand même une réalité dans ce pays. Vous êtes sur la ligne de Éric Dupond-Moretti. Exactement, c'est ce que j'allais citer. Éric Dupond-Moretti qui a eu cette phrase qui je trouve assez juste, où il disait la personne qui va fumer son joint le samedi soir doit prendre conscience que ce joint a le goût du sang du trottoir. Alors légalisons, effectivement, ça. L'Allemagne s'apprête à le faire. Oui, mais alors lorsque vous parlez généralement aux responsables policiers, ils vous expliquent que c'est compliqué de penser à ce projet, puisque le trafic génère tellement d'argent que si on légalise le cannabis, tout l'argent issu de ce trafic se reportera sur d'autres trafics ou sur d'autres pratiques d'extorsion et diverses. Et donc, c'est très compliqué en termes de sécurité. On n'est pas sur une problématique de santé publique d'imaginer cette dépénalisation. Geneviève. Oui, il y a effectivement tout le reste. Moi, je pense qu'il y a l'éducation quand même. Voilà, ça c'est la clé. Et on rappelle quand même que le cannabis, ça abîme considérablement le cerveau des. Absolument, au fil du temps, ça entraîne des lésions, absolument. Au bout d'un certain nombre d'années. Oui. Et on parlait tout à l'heure de la Colombie. Je pense aussi une meilleure coopération judiciaire entre les États, et notamment aussi le Maroc, la Tunisie, Dubaï, où on sait qu'un certain nombre de barons des trafics de drogue et où les conditions d'extradition sont très compliquées. Oui, alors je rajoute aussi que ça n'est pas qu'un phénomène urbain, puisqu'il y a des départements entiers ruraux, un peu déshérités, qui sont en difficulté et qui sont arrosés par la cocaïne et qui se retrouvent avec effectivement des points de deal et de consommation absolument partout. Vous dites opération Place Nette Communication, XXL, c'est XXL qui est important. Mais malgré tout, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement ça, multiplié par ça, on peut pas non plus tirer des informations? Il y a autre chose sur le plan judiciaire, pénal et au niveau enquête. J'espère que ça a été préparé. J'espère qu'ils n'ont pas lancé ça du jour au lendemain et que... Ah non, en général, pour pouvoir investir un quartier, on peut pas rentrer comme ça. Et donc, à mon avis, ils y vont pour récupérer des informations aussi. Et ils ont récupéré des informations en amont. Mais ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on sait que c'est un sujet important pour Gérald Darmanin. On parlait de la sécurité des Français il y a quelques minutes. Il est attendu là-dessus, Gérald Darmanin, sur la sécurité des Français et du monde entier lors des JO, et sur la lutte contre le trafic de drogue. Et il a un peu tardé, Gérald Darmanin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la musique qui monte au sein du ministère de l'Intérieur, c'est de se dire, finalement, on devait partir après les JO. C'était la fin d'un cycle. On partira pas. On partira plus, Gérald Darmanin ne partira pas, et il veut maintenant prendre le temps pour installer des sujets, des débats, des politiques qu'il aurait dû faire depuis bien longtemps. Mais c'est un peu global dans le gouvernement, c'est-à-dire qu'on a un peu tardé, et on se rend compte que quand on fait, et quand on tient les promesses qu'on avait données aux campagnes électorales, ça plaît aux Français. Donc là, effectivement, vous allez voir, il va y avoir une satisfaction de la part des Français dans les enquêtes d'opinion sur ces opérations Place Nette XXL, même si encore une fois on ne sait pas quelle va être la conséquence et quelle sera la finalité de tout ça. Mais franchement, les 71 gardes à vue là, juste dans la foulée à Marseille, vous voyez, comme le halo des caméras se déplace à la vitesse de la lumière au gré des voyages du président de la République, en fait plus personne ne s'intéresse à savoir, au fait, les 71 gardés à vue, ils ont écopé de quoi?
Ils ont tous été libérés, ils ont eu des sanctions. Faut lire la PQR, je pense qu'on aura les infos. On verra, mais on verra qui en parlera. Donc en fait, En compagnie pour cette dernière ligne droite de Geneviève Götzinger, Alex Darmon, Éric Revel et Mathieu Bachialon, on parle du RN qui caracole en tête toujours de notre enquête IFOP fiduciale pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. La liste de Jordan Bardella est créditée. Alors vous le savez, on interroge IFOP régulièrement ce baromètre des européennes. Donc si nous devions voter aujourd'hui, la liste conduite par Jordan Bardella recueille 30% des intentions de vote. C'est un point de plus que lors de la dernière vague fin février. Dans le camp du présidentiel, la liste de Valérie Hayé, donc Renaissance, Modem, Horizon, UDI, c'est 21%, c'est un petit plus 2. Donc il y a un petit rebond depuis la nomination de cette tête de liste que personne ne voulait d'ailleurs au passage. Et elle devance donc la liste portée par Raphaël Glucksmann, 11%. Là aussi, c'est en progression. Les écologistes à 7%, ils perdent un point. Les insoumis à 6%, moins 2 points. Et le Parti communiste, 3% à 0,5 points. La liste conduite par François-Xavier Bellamy recueille 7% des intentions de vote en léger recul d'un point. Et la liste de Éric Zemmour, conduite par Marion Maréchal-Le Pen, 6%, ça ne bouge pas pour l'instant. Donc on voit qu'il y a un tassement du côté des listes qui sont en dessous des 7-8%, et c'est plutôt au-dessus. Votre analyse, c'est la dynamique logique, Éric, du RN sur cette campagne, sur... Voilà, et ça installe le match Renaissance. Alors, oui, c'est ce que veut Emmanuel Macron depuis le début. Renaissance RN. Je rappelle quand même qu'aux dernières européennes, la liste RN avait devancé celle de Renaissance d'un point seulement. Donc s'il y a 10 points ou plus, c'est quand même un cataclysme, évidemment, pour la majorité relative de ce pays. Maintenant, il faut quand même noter que le RN, avec cette liste aux européennes, à mon sens, a réussi 2 coups magistraux. Le premier, c'est d'enrôler l'ancien patron de Frontex,
Frontex qui est quand même cet organisme qui gère les frontières en Europe, c'est pas rien. Et puis le deuxième coup, c'est d'avoir convaincu Malika Sorel-Sutter de venir sur la liste européenne, une essayiste qui a travaillé avec Fillon sur les questions d'immigration, qui est d'origine algérienne. Donc c'est quand même des coups qui sont quand même assez marquants. Maintenant, on parle peu d'Europe, et en fait, on voit bien que le risque, c'est de transformer ces élections européennes en une sorte de référendum pour ou contre Macron. Pour ou contre sa politique d'immigration, pour ou contre sa politique sécuritaire, pour ou contre sa politique économique. Donc c'est ça le danger, avec, je pense, un Glucksmann qui est sous-estimé à l'heure actuelle, je pense. Il fera plus, parce qu'il peut attirer à lui ceux qu'on en marre de Mélenchon, ceux qui pensent que voter vert, ça sert à rien, et puis ceux qui ont voté Renaissance et qui étaient de gauche et qui se disent, bon, voilà. Donc en fait, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. C'est le 9 juin, la campagne n'a pas vraiment commencer avec des petites listes qui s'étiolent, et avec le risque pour ces petites listes, je pense à droite, Dupont-Aignan ou même Marion Maréchal, d'être un peu siphonné dans la dernière ligne droite par des gens qui préféreront voter, j'allais dire, pour l'original plutôt que pour la copie. Donc attention quand même, je pense qu'en dessous de 20, la liste Renaissance, c'est un cataclysme pour Macron. S'ils font plus de 20, ce sera différent. Maintenant, je vois pas comment le RN peut être rattrapé. Ouais. C'est sûr. Alex. C'est très clair. En 2019, effectivement, le RN devançait de 1 point Renaissance. Ils avaient fait 23%. Aujourd'hui, ils sont crédités de 30 points. 30 points. C'est un sondage, et puis il progresse sondage après sondage. Sur Malika Sorel, effectivement, c'est quand même un très gros coup de la part du Rassemblement National de la mettre en position numéro 2 sur la liste. Maintenant, j'avoue que je suis un petit peu perplexe quand elle justifie son arrivée sur la liste de Jordan Bardella en disant qu'elle est gaulliste et que pour elle, donc, c'était logique de venir sur la liste du Rassemblement National. J'avoue que ça a du mal à me convaincre, j'arrive pas trop à comprendre son exposé, mais bon, ça la regarde. Et derrière, sur les élections européennes, franchement, c'est un peu tôt pour se prononcer, parce que j'ai l'impression que la campagne n'a pas du tout commencé, que tout le monde s'en fout. Je crois que complètement. Oui, vous avez vu que comme ça toujours, manque d'assesseurs. Oui, mais comme toujours. Ouais, mais à mon avis, la participation va être très importante au mois de juin prochain, parce qu'on est quand même dans une crise européenne aujourd'hui à tous les niveaux. C'était pas le cas en 2019. Est-ce que le caillou dans la chaussure ne serait pas le dossier ukrainien pour le RN? Un petit peu, on verra, mais il y a ça. Vous avez effectivement la guerre entre les Ukrainiens et les Russes. Vous avez la crise agricole dont on parle beaucoup moins, mais on va en reparler dans les semaines qui viennent. Et donc vous avez toutes ces questions-là qui, à un moment donné, vont être abordées. Et il y a aussi une autre question, c'est la gauche dans ces élections européennes. Eric l'a dit, effectivement, Glucksmann, pour moi, est largement sous-estimé. Mais comment va se comporter la France Insoumise? La France Insoumise, ils ont fait 6% aux dernières européennes. Là, ils sont crédités un petit peu plus. C'est aussi un enjeu, comme pour Renaissance, c'est aussi un enjeu pour le LFI de faire plus aux élections européennes, et j'ai pas l'impression que ça prenne véritablement, même si c'est pas une élection primordiale pour eux. Bref, il y a quand même une élection qui est importante qui va arriver dans les semaines qui viennent, et j'ai pas l'impression que les débats, que le sujet politique soit puis attendez, on fait tout pour mettre les Français sous tension quand même. Attendez, on nous parle de guerre en Ukraine, de troupes au sol françaises, d'alerte attentat, donc si vous voulez, comment est-ce que vous voulez que les Français puissent s'intéresser aussi au scrutin européen? On a la tête ailleurs, pardonnez-moi. En même temps, on a été capable de voter contre Geneviève. C'est beaucoup trop tôt. On s'intéresse au scrutin européen de manière systémique 3 semaines avant, absolument. C'est toujours comme ça. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. En fait, je peux que confirmer. Malika Sorel, c'est un très très beau coup. Moi aussi, je suis étonnée de ces. Voilà, elle a quand même travaillé avec Dominique de Villepin, avec des gens qui sont pas du tout sur la ligne, qui n'étaient pas du tout sur la ligne Bardella. Donc, c'est assez surprenant. Glucksmann, je suis aussi d'accord avec vous. Je pense que cette liste est sous-estimée, et qu'il peut y avoir un phénomène encore davantage de vase communicant entre les votes Renaissance et les votes Raphaël Glucksmann. Donc, il n'est pas exclu que, in fine, la liste Renaissance soit encore plus bas que cela. Si vous êtes sur une position qui est la position traditionnelle de Renaissance, une position très européenne, une position très pro-Ukraine, une position sur le Proche-Orient qui est celle de Renaissance, mais qui est également celle de Glucksmann, en fait, vous pouvez très bien passer de l'une à l'autre. Voilà. Oui. Alors, ça va se jouer. Il y a une porosité assez importante, je pense, qui va peut-être s'accroître entre une partie de l'électorat potentiel de Valérie Hayé et celui de Raphaël Glucksmann. Vous disiez Valérie Hayé, Christine, dont personne ne voulait. C'est surtout qu'en fait, personne n'a voulu aller, personne n'a voulu porter cette liste Raphaël Renaissance. Glucksmann se différencie très très fort de la liste et dénonce un coup de com' de la part de Renaissance. Mais cette candidate que vous disiez que personne ne voulait, mais l'ami d'Éric, Bruno Le Maire, a décliné la tête de liste. Ils sont plusieurs, Olivier Véran a décliné. Enfin, ils
ont eu beaucoup de mal aussi à trouver quelqu'un qui a bien voulu aller au charbon et aller au feu. Concernant le score du RN, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais de toute façon, la majorité fait tout pour installer ce duel depuis des mois et refaire. Enfin, on a quand même l'impression de revivre en permanence 2017-2022 avec le discours de Valérie Hayer à Lille lors de son meeting où elle parlait de Jordan Bardella pendant quasiment l'intégralité de son discours. Donc voilà, on fait monter un épouvantail en espérant et en se présentant comme le seul recours. Les Européennes méritent mieux que ces débats-là. Sûrement, oui. Je sais pas, mais en tout cas, c'est beaucoup plus fort quand même que 2017 et 2022, ce duo. Vraiment beaucoup plus fort. Parce que là, les forces de gauche, elles sont toutes sous les 10% aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai problème à gauche. Ceci dit, je pense qu'il y a un moment où, effectivement, il y a une partie de l'électorat, qui est l'électorat centre-gauche, un classique qui avait fait Emmanuel Macron en 2017, qui peut essayer de trouver un autre candidat. Et Raphaël Glucksmann, sur le papier, effectivement, on coche toutes les cases. Allez, on referme ce débat avec vous quatre. Je vous en remercie. Très belle journée à vous. Dans un instant, juste après l'info, vous avez rendez-vous, bien sûr, avec André Berkoff. Bonne journée, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Un problème de vitrage sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr.